Bonjour et merci à tous pour votre présence pour cette conférence de presse consacrée aux élections sénatoriales qui se tiendront donc le 27 septembre prochain. Le Rassemblement national des Vosges a choisi de ne présenter qu'un seul candidat. D'abord pour ne pas éparpiller les voix des grands électeurs qui choisiront de nous faire confiance, mais aussi pour limiter les frais de campagne à l'heure où la France entre dans une crise économique qui fait suite à la crise du Covid-19. C'est aussi pour cette raison que nous ne ferons pas une campagne essentiellement ou exclusivement de terrain et que nous allons plutôt privilégier les courriels, les outils numériques comme le mail, la visioconférence ou le téléphone. Alors pourquoi j'ai décidé de me présenter à ces élections ? Alors que la moyenne d'âge du Sénat est de 61 ans, la moyenne d'âge des sénateurs, c'est parce que je pense qu'il est nécessaire de rajeunir cette institution, trop souvent décrite péjorativement, alors qu'elle a un rôle de contre-pouvoir, et je souhaite y apporter mon dynamisme au service de nos territoires. Cela fait depuis 2011 que je suis impliqué dans la vie politique de notre département. J'ai toujours eu à cœur de défendre la France, ses valeurs, son patrimoine, son économie, ses atouts, son cadre de vie. Et j'ai eu l'occasion de rappeler dans les différentes campagnes que j'ai menées mon attachement à notre département et à la ruralité. Je me félicite d'ailleurs que la défense des territoires périphériques oubliés de la République, au cœur du projet politique du Rassemblement national depuis des années, se retrouve désormais dans le programme de tous les candidats vosgiens à cette élection, dont certains d'ailleurs sont maires de communes parmi les plus importantes du département et donc peut-être moins légitimes pour parler ruralité. En tant qu'élu d'une ville rurale qui concentre la plupart des maux de notre société, la désindustrialisation, l'enclavement, l'enclavement routier et numérique, l'absence de projets structurants, la désertification médicale, la perte de services publics, la pauvreté grandissante. Donc j'estime avoir en tant qu'élu d'une ville rurale qui concentre ces maux, j'estime avoir une légitimité supplémentaire pour porter à Paris le combat indispensable de rééquilibrage territorial dont la France a fortement besoin. Aujourd'hui, le Rassemblement national est le seul mouvement à véritablement promouvoir le localisme, les circuits courts, la fin de l'hyperconcentration urbaine et à vouloir construire le pays avec les territoires. Ce que nous voulons, c'est entamer en quelque sorte la révolution de la proximité, notamment en redonnant du poids aux maires, aux communes, largement affaiblies par les réformes territoriales, comme la loi NOTRe, qui n'ont fait que consolider finalement les grandes collectivités. Nos territoires doivent pouvoir gérer leur avenir, défendre leurs entreprises locales, et ne plus être dépendant de la seule volonté de l'État ou de la grande ville voisine. Je veux porter la voix de nos élus locaux à Paris, où le Sénat, dirigé majoritairement par des élus LR, dont certains cherchaient récemment à être recyclés dans les remaniements ministériels, n'a offert que trop peu de résistance au gouvernement d'Emmanuel Macron. Dans les Vosges, les résultats du Rassemblement national lors des élections sénatoriales précédentes étaient relativement faibles. Notre candidat avait réalisé en 2014 un score de 2,70%, 32 voix. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. Les réformes qui se sont succédées ont bouleversé nos collectivités et surtout la manière de les gérer. Les lois MAPTAM et NOTRe, largement délétères pour nos territoires, ont abouti à la création d'hyper-régions, vidant les départements de leurs compétences. Les communes se sont retrouvées placées sous la tutelle de grandes intercommunalités, ou devrais-je dire de féodalité, où se sont vues retirer des compétences indispensables à leur croissance, comme
le développement économique et d'autres compétences plus récemment comme l'eau et l'assainissement, sans compter les dotations d'État aux collectivités qui ne cessent de diminuer. Ces réformes ont bien évidemment accentué la fracture territoriale dont nous parlons depuis des années et qui était niée auparavant par nos adversaires politiques, mais qui a largement réémergé au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était aussi la traduction de ces inégalités territoriales. C'est précisément cette situation et notre volonté d'un rééquilibrage territorial, largement demandée par les élus locaux, qui nous conduira, je l'espère, à une prise de conscience des grands électeurs, qui se traduira par une victoire le 27 septembre prochain, parce qu'au-delà de nos analyses pertinentes, nous proposons des solutions de bon sens qui sauront corriger ces inégalités. Par ailleurs, les mesures du gouvernement, notamment sur le plan écologique, continuent d'accentuer cette fracture avec, par exemple récemment, l'annonce de l'interdiction des chaudières fuel en 2022, alors qu'il s'agit du mode de chauffage d'une grande partie des ruraux, et que la France figure parmi les pays les moins pollueurs au monde. Moins d'1% des émissions de CO2 dans le monde. Ce n'est pas à nous de faire les plus gros efforts. C'est ce qu'on appelle l'écologie punitive, tout comme l'interdiction des véhicules diesel qui se profilent dans certaines villes. Finalement, on continue d'accentuer cette fracture et c'est toujours les ruraux qui en payent le prix fort. Donc le rééquilibrage territorial, puisque j'en parle depuis le début, c'est le fil conducteur de notre campagne. Et en fait, il passe en réalité par 3 rééquilibrages. D'abord, un rééquilibrage institutionnel, parce que nos maires ont aujourd'hui le sentiment d'une dépossession de pouvoir. Ce que nous souhaitons, c'est que le rôle des maires soit réhabilité, que les conditions d'exercice des fonctions municipales, notamment dans les petites communes, soient revalorisées et que le pouvoir des maires soit rétabli. Le fonctionnement des communautés de communes doit être revu pour davantage respecter le principe d'autonomie communale. Il faut arrêter de placer les communes sous la tutelle de ces intercommunalités. Et puis, bien sûr, aucune fusion ne doit être imposée. Fusion de communes, ni aux élus, ni aux habitants d'ailleurs. Ce qui a été le cas, par exemple, à la Vosges-les-Bains, dans ma commune, ou à Cap-Avenir-Vosges. On a fait des changements, des modifications, des fusions de communes sans demander l'avis des habitants. Le deuxième rééquilibrage, c'est un rééquilibrage financier qui passe par la reconnaissance du principe d'autonomie financière des communes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance légale de ressources propres et stables, surtout. Donc, par exemple, des ressources fiscales et puis des dotations d'État qu'on pérennise. Chaque année, les dotations d'État baissent dans les communes et les communes ne savent pas où elles vont d'une année à l'autre. Parce que d'une année à l'autre, on leur dit bien souvent on va diminuer ces dotations et ça empêche aussi et ça bloque certains investissements, notamment pour les communes les plus petites. Et donc avec le Rassemblement national, nous, ce que nous souhaitons, c'est réévaluer de façon importante ces dotations financières aux communes. Et puis donc le troisième rééquilibrage est un rééquilibrage économique et démographique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des grandes villes qui concentrent l'essentiel des activités et de l'économie au détriment de vastes zones rurales, à l'échelle d'ailleurs de leur bassin de vie, qui sont devenus des territoires dortoirs. Nous, notre projet politique, il vise à déployer une grande politique d'inversion de la concentration urbaine, ce qu'on a appelé dès les élections européennes, la démétropolisation. C'est-à-dire qu'on fait bénéficier à nos campagnes de forts avantages fiscaux, en créant par exemple des zones franches rurales, un petit peu comme ont été fait les zones franches urbaines, bien que cette fois-ci, c'est pas en banlieue avec les problèmes d'insécurité qui y résident, mais c'est dans la ruralité avec un cadre de vie de bonne qualité. Et puis, on souhaite bien sûr agir par un désenclavement numérique, désenclavement routier de ces territoires, qui bien souvent n'ont pas d'activité économique parce qu'ils ont ces enclavements. Et puis on souhaite bien sûr informer les entreprises et les salariés des bénéfices d'une relocalisation en zone rurale, parce que derrière c'est aussi des opportunités. Lorsqu'on arrête de concentrer tout dans les centres urbains, on a une meilleure qualité de vie,
on agit sur la pollution, et puis on permet aussi à des territoires de bénéficier d'une économie et de services. Ça passe aussi par exemple donc, par l'organisation de filières de production locales dans le cadre de la mise en place de circuits courts, parce que c'est vrai que c'est aberrant parfois de produire à un endroit, d'aller transformer à 300 km pour revendre au même endroit. Je crois qu'on peut s'organiser au niveau local et il va falloir le développer de plus en plus. Et d'ailleurs, la crise sanitaire qu'on vient de traverser a démontré que c'était possible, puisque beaucoup de personnes sont revenues au circuit court. Et puis voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse lutter contre cette fracture en créant de l'économie, je le disais, donc dans ces territoires ruraux, et donc pérenniser cette économie. Aujourd'hui, ces territoires ruraux, effectivement, sont des territoires dortoirs où sont fuis. Il y a un exode vers les villes qui est encore aujourd'hui très largement visible. Et donc ce projet, nous l'avons synthétisé donc, autour de 8 engagements. Donc, le premier, c'est défendre une France ancrée dans ses communes et ses terroirs. Le deuxième, c'est pérenniser les ressources communales selon le principe de l'autonomie fiscale. Le troisième, c'est rééquilibrer les dotations de l'État aux communes, notamment dans les zones rurales. Le quatrième, c'est maintenir les services de proximité, notamment pour la sécurité et le social. Ça veut dire les gendarmeries, les points d'accueil de la CAF, des choses comme ça, qu'on a aujourd'hui dans des petites villes. C'est refuser l'installation de migrants dans nos communes. C'est soutenir les communes face aux revendications communautaristes et islamistes. Alors, peut-être que dans un département comme le nôtre, on est peut-être moins touché par ce fléau, mais on est sur une élection nationale. C'est aussi pour ça qu'on intègre ces données dans nos engagements. Et puis donc, engager la relance économique par les entreprises locales et des zones franches rurales. Et enfin, le 8e point, revaloriser le statut de l'élu local. Voilà, les 8 points permettent vraiment de synthétiser le programme que je vous ai décrit. Voilà, si vous avez des questions. C'est plutôt complet, oui. Oui, d'accord.